Bonjour à toutes et à toutes à ce webinaire, à ce Zoom de la CFGP, notamment organisé par le GT, traitement de l'eau et de l'air. Donc rapidement, la CFGP est une société savante, société française de génie des procédés, qui regroupe les chercheurs tout aussi bien académiques qu'industriels dans le domaine du génie des procédés et qui travaille à la fois pour partager les connaissances, pour développer un peu des outils, mais aussi pour servir un peu de rôle de conseil ou de think tank sur les grands enjeux qui nous lient. Donc, la Société française de génie des procédés a une animation scientifique qui est centrée autour de groupes de travail, de GT, hein, et notamment dans le cadre ici, c'est le GT, traitement de l'eau et de l'air, qui est animé par Annabelle Couvert et Étienne Paul. Et on organise aussi tous les 2 ans un congrès français du génie des procédés. Le prochain a lieu à Deauville au mois d'octobre. L'appel à communication est en cœur ouvert et on organise aussi un certain nombre d'événements, un certain nombre de réunions, qui soient à distance ou en présentiel, pour discuter d'un certain nombre de sujets. Donc là, on est dans le cadre du traitement de l'eau et de l'air sur ce qu'on appelle un regard croisé entre industriels et académiques sur des sujets spécifiques. Et donc là, aujourd'hui, sur des problématiques essentielles de l'apport un peu l'intelligence artificielle dans un peu le fonctionnement des stations d'épuration, dans le fonctionnement des outils liés aux eaux usées. Et donc là, je vais laisser tout de suite la parole à Étienne Paul, hein, et je vais pour animer avec Johan Péchaud ce séminaire et présenter les intervenants. Voilà, Étienne, je te donne la parole. Bien, merci Nicolas et bonjour à toutes et à tous. Donc merci d'être présent à ce T-Web, hein, comme l'a dit Nicolas, proposé par le groupe de travail traitement eau et air de la SFGP. Donc il est animé aujourd'hui par Johan Peuchot, qui est de l'Université Paris-Est, Marne-la-Vallée, moi-même de l'INSA Toulouse. Bon, alors, effectivement, le sujet du jour, c'est l'intelligence artificielle et nous avions eu envie finalement de faire un focus sur son utilisation. Qu'en est-il actuellement hein, dans le domaine de la gestion et du traitement des eaux? Non seulement de montrer les avancées, mais aussi de pouvoir discuter ensemble à la fois des limites et des questionnements qu'appelle finalement cette nouvelle technologie. Alors, nous avons convié, nous remercions chaleureusement en fait nos deux intervenants. Tout d'abord Gilles Fay, qui est professeur en mathématiques appliquées à sa centrale Supélec, et ensuite Loïc Croissant, qui est directeur innovation chez Pure Control. Voilà, encore merci. Et juste avant de leur laisser la parole, je rappelle que ces webinaires, c'est 30 minutes de présentation environ. Donc là, ça serait une présentation à 2 voix. Et puis ensuite, des questions. Donc vous pourrez poser vos questions directement dans le chat et c'est Johan Peuchot qui animera la discussion en reprenant vos questions. Voilà, merci à tous et bonne période de discussion. Oui, ben, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, je suis Gilles Fay, je suis le professeur à Centrale Supélec et j'ai aussi travaillé 8 ans au sein du groupe Suez. J'étais responsable de l'activité Data Science et donc j'ai travaillé avec des spécialistes comme vous dans l'auditoire du traitement de l'eau, sur le grand cycle de l'eau et la distribution, ainsi que sur le recyclage et la valorisation des déchets. Mais avec une casquette qui n'est pas du tout de spécialiste des procédés. Donc mon rôle dans ce webinaire, je serai complété par Loïc sur la partie plus procédé pour traitement de l'eau. Mais mon rôle, c'est de présenter un peu le cadre général des dernières avancées de l'IA avec les promesses et puis les limites qu'on peut entrevoir aussi, avec un focus particulier sur les applications qui vous intéressent. Donc un grand merci pour votre présence et à la CFGP pour vous donner l'opportunité de présenter ce sujet passionnant. Alors l'IA, je ne vais pas faire un long discours là-dessus, puisque c'est un peu le sujet très à la mode en ce moment. Il faut savoir que ce n'est pas nouveau, que ça a une soixantaine d'années. Ça s'est développé un peu, de façon un peu moins sonore pendant au moins 40 ans, avec des phases fastes, des phases un peu plus des hivers de l'IA. Mais depuis 10-20 ans, il y a des événements un peu majeurs qui font des entrées fracassantes, y compris dans le grand public. Et l'exemple emblématique que vous avez tous en tête, c'est l'avènement des grands modèles de langage et de ChatGPT il y a maintenant 1 an et demi seulement, qui a complètement révolutionné pas mal de choses. Déjà,
dans mon métier d'enseignant-chercheur, on doit revoir tout ce qui est travail à la maison pour les étudiants, puisque un chat GPT pourrait rendre une copie meilleure qu'un étudiant pré-master. Donc c'est un peu, voilà, ça révolutionne à peu près tous les domaines. On peut comprendre que dans ce domaine-là, les plus grands acteurs soient des grands acteurs privés que vous connaissez tous, mais aussi des fabricants de puces, puisqu'en effet, ce développement très rapide est beaucoup porté par des progrès majeurs sur les capacités de calcul, notamment au-delà des CPU, maintenant les GPU et TPU, donc des gros processeurs capables de traiter des masses de données extrêmement massives. Donc, on a des grands acteurs pure players américains. Il y a aussi des startups françaises que vous pouvez voir en bas à gauche. Je vous laisse les reconnaître. Donc, aujourd'hui, dans l'intelligence artificielle, il y a l'intelligence artificielle symbolique. Et puis, il y a des sous-parties plutôt statistiques, ce qui est un peu ce qui a le vent en poupe aujourd'hui. Donc, on inclut le machine learning, dont une sous-partie est le deep learning, et l'IA générative est encore une sous-partie de tout ça. Donc le premier ingrédient qui fait le développement de l'IA, c'est les algos et le hardware, mais c'est évidemment le déluge de données. Ce déluge de données, il est un peu effrayant. On imagine on est sur un rythme de doublement du volume de données générées par l'humanité tous les 3 ans. Et si on extrapole sur 2025, avec ces données de Statistica, on a 200 zettabytes produits par l'humanité. Donc, j'ai fait le calcul, 200 zettabytes, ça doit être 200 milliards de disques durs d'un téra que vous avez peut-être sur votre bureau pour sauvegarder vos données, vos images, vos vidéos personnelles, etc. Donc, chaque année, on génère un flot de données qui est énorme, qui est de typologie extrêmement variée, des données structurées, mais aussi des images, des sons, des vidéos, du données textuelles, et ce, dans tous les domaines d'activité. Et dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, évidemment, dans une salle de contrôle typique d'une station d'épuration, on n'est pas à Wall Street, mais il y a quand même beaucoup d'écrans. Il y a beaucoup de choses qui sont là pour faire du monitoring en temps réel, mais aussi pour intégrer des nouvelles solutions, dont Loïc pourra parler tout à l'heure, de contrôle-commande automatisé et commandé par de l'intelligence artificielle et des données traitées, traitées et optimisées. Voilà. La source des données, en l'occurrence, c'est souvent des capteurs en ligne, mais ça peut être aussi des capteurs ponctuels et aussi des images, enfin plein de choses. Donc, je passe assez vite là-dessus. J'ai aussi fait une petite revue bibliographique et j'ai donné 2 indications d'articles qui font des recensions de domaines de cas d'application, de cas d'usage de l'intelligence artificielle dans le domaine de la production d'eau potable et du traitement des eaux usées. En fait, il y en a beaucoup, des reviews, donc on pourrait faire une review de review, mais là j'en ai mis 2. Et le petit graphe en haut à droite, c'est le nombre d'articles publiés chaque année avec l'intersection des mots-clés intelligence artificielle et eau usée. Donc ça croît assez fort depuis 2015, comme vous pouvez le voir sur la courbe, et a priori, ça va continuer à générer beaucoup d'attention de part et d'autre, peut-être pour des raisons qui ne sont pas forcément bonnes, on y reviendra tout à l'heure. Voilà, donc si on va pas rentrer dans le vif du sujet avec des cas d'usage de l'IA pour le traitement de l'eau. Donc Loïc va développer tout ça. J'en liste 4 parmi d'autres, mais qui me paraissent particulièrement importants. En quoi l'acquisition de données massives et historiques peut aider les opérateurs des stations d'épuration, des stations de production d'eau potable. Premièrement, pour la surveillance de la qualité, donc avoir un monitoring en ligne de la qualité de l'eau à partir de capteurs qui font des mesures partielles de ce qui nous intéresse, mais qui, par apprentissage temporel, font que on a des modèles qui, à partir de ces mesures partielles, nous permettent de construire des indicateurs consolidés, fiables sur l'évolution de la qualité de l'eau, donc des capteurs virtuels. On peut aussi détecter de l'anomalie dans le flux entrant, que ce soit en production d'eau potable ou en traitement des eaux usées, pour adapter correctement nos process à ce qui nous arrive. On fait de la prédiction temporelle assez couramment, donc c'est des sujets qui sont assez classiques en machine learning, l'analyse des séries temporelles. On veut prévoir un paramètre futur à partir du passé et de données exogènes. Ça, par exemple, pour connaître la valeur de sortie en notre usine, la qualité, par exemple, en sortie de l'usine. C'est important de faire du contrôle d'incertitude. Il y a beaucoup de travaux en ce moment sur comment on contrôle les incertitudes sur des modèles qui sont un peu boîte noire.
C'est des choses qui sont en vogue en ce moment dans la communauté machine learning. La maintenance prédictive est un cas d'usage très important, notamment sur les machines tournantes qui peuvent être équipées de capteurs de vibration, des caméras thermiques, des capteurs de consommation d'électricité. Donc là-dessus aussi, pour ces objets qui sont critiques dans une installation, l'IA est parfaitement adaptée pour mélanger différentes sources de données. Et dernier exemple, l'optimisation des procédés, puisque ça va être la bonne transition avec ce que fait Loïc. Typiquement, tous les ateliers d'une usine sont susceptibles d'être optimisés. Donc, sous la contrainte de satisfaire à des conditions réglementaires pour les process ou pour le client, optimiser la consommation de réactifs et la consommation d'énergie. La consommation d'énergie, c'est 25%, je crois, des coûts opérationnels en moyenne d'une station d'épuration. Donc, c'est un très, très gros secteur. Et donc, que ce soit pour l'optimisation des membranes, du séchage des boues, les procédés de désalination qui sont extrêmement gourmands. Enfin, tous les ateliers sont la cible. Et donc, je passe la main à Loïc pour développer des cas d'usage plus précis sur l'optimisation de certains procédés. Merci beaucoup Gilles pour ce passage de relais. Donc déjà bonjour à tous. Donc effectivement Loïc Croissant, moi je suis directeur innovation au sein de Pure Control, qui est une société française qui développe des solutions de contrôle commande basées sur l'intelligence artificielle pour optimiser les régulations industrielles, et notamment dans le secteur de l'eau, sur les stations d'épuration. Alors avant de faire le retour d'expérience de l'application de ces technos sur notamment les stations de traitement des eaux usées, juste un petit mot sur le pourquoi. Pourquoi utiliser ce type de technologie, qui n'est pas une fin en soi, hein. On ne fait pas de l'IA pour faire de l'IA, ça doit rester un outil, tout simplement parce qu'on est de plus en plus dans un monde qui est contraint, notamment du fait des crises climatiques, des crises énergétiques. Et donc on ne peut plus se contenter de faire comme on faisait auparavant, notamment avec des régulations de process qui étaient bien souvent mono-objectifs. Voilà, si on reprend l'exemple de la station de traitement des eaux usées, historiquement, voilà, il y a un objectif, c'était d'avoir une eau de qualité conforme en sortie de la station, qui reste toujours un objectif d'actualité, mais il n'est plus le seul. On doit faire ça, et on doit également réduire la consommation d'énergie de la station d'épuration. On doit faire ça et également essayer de réduire notamment l'empreinte carbone globale de la station d'épuration, notamment en prenant en compte, par exemple, les émissions de protoxyde d'azote. Et donc là, on se rend compte que les outils qu'on utilisait jusqu'alors, et notamment les automates industriels et leur programmation, trouvent un petit peu leurs limites, puisqu'ils sont certes robustes, mais pas suffisamment flexibles pour prendre en compte ces multiples paramètres et ces multiples objectifs. Et c'est là où l'intelligence artificielle a vraiment tout son intérêt. Pour reprendre une analogie qui va parler à tout le monde, l'automate industriel, c'est un peu comme la carte routière, hein, ça fait le job. Quand vous voulez juste aller d'un point A à un point B, vous allez arriver à bon port. Par contre, si vous voulez arriver à l'heure à votre rendez-vous, prendre en compte des éventuels accidents sur la route ou une influence d'une tempête sur votre route, je ne sais pas vous, mais moi je préfère utiliser des applications type Waze ou Maps. Je suis un peu plus sûr de mon coup. Donc on est un peu dans le même état d'esprit ici. Donc comment ça marche? C'est pas magique, hein, ça nécessite évidemment, comme l'a dit Gilles, énormément de données, et cette donnée, il va falloir la collecter. Le meilleur des cas, c'est de pouvoir la collecter en temps réel. Donc on va développer tout un tas d'architecture de télécommunication pour pouvoir collecter cette donnée en temps réel, et surtout collecter l'ensemble des données liées au fonctionnement de l'installation. Donc notamment tout ce qui va être dans l'automate, les retours de marche des équipements, les analyseurs, les mesures des analyseurs en ligne, mais également des données externes au process qui peuvent avoir une influence sur le process. Je pense notamment aux conditions météo, mais aussi des données qui vont aider à optimiser le process avec notamment la tarification de l'énergie qui peut intervenir dans le système. Une fois qu'on a collecté ces données, il va falloir qualifier ces données et sélectionner les variables qui vont être utilisées pour réaliser les modèles. Donc là, il y a également tout un tas de stratégies possibles pour pouvoir automatiser cette étape-là, qui peut s'avérer sinon fastidieuse si elle est réalisée de manière manuelle. Et puis derrière, on va pouvoir entrer vraiment dans la pure modélisation, donc nous, ce qu'on appelle de la caractérisation, où on va en fait modéliser l'évolution de tout un tas de paramètres sur une station d'épuration, et notamment les débits en entrée, l'évolution de la qualité en sortie de la station de traitement,
des prédictions aussi sur les consommations énergétiques de la station. Et on va les modéliser pour pouvoir les prédire. Et on va se servir de ces modèles-là dans des logiques de renforcement pour pouvoir identifier les scénarios de fonctionnement optimum de la station d'épuration. Et notamment, si on fait un zoom sur l'aération, qui est le poste le plus énergivore sur la station d'épuration, on va pouvoir identifier grâce à ça le scénario de fonctionnement de l'aération qui va être optimum au sens où il respecte des contraintes métiers, par exemple un niveau de qualité à respecter en sortie, et qui se rapproche d'objectifs fixés par l'opérateur, donc typiquement aller diminuer la facture d'énergie et ou aller diminuer l'empreinte carbone du process. Et de ce scénario optimum de fonctionnement de l'aération, en fait, on en déduit des consignes de pilotage qu'on va renvoyer directement au niveau des automates. Donc on est vraiment dans une boucle de régulation complètement fermée, qui collecte de la donnée en temps réel, va traiter cette donnée en temps réel et va renvoyer des contrôles commandes directement aux automates pour aller piloter la mise en route, là en l'occurrence, des dispositifs d'aération au niveau des stations d'épuration. Alors, un petit zoom sur ce que j'ai appelé tout à l'heure la caractérisation, donc qui est en mot français plutôt une modélisation d'un paramètre. Donc nous, on emploie souvent le terme de sonde virtuelle. Donc typiquement, sur une station d'épuration, ce qui va nous intéresser, c'est d'être en capacité de prévoir l'évolution de la qualité de l'eau en sortie de la station d'épuration, en tenant compte de tout un tas de facteurs. Facteurs de débit, entrée de la station, facteurs météo, qui peuvent avoir une influence sur le taux de dilution des eaux à traiter. Des facteurs liés à la régulation du process, notamment l'extraction des boues, la recirculation, etc. Et donc là, on le fait sur le paramètre ammonium, qui est vraiment le paramètre témoin du bon traitement de l'azote sur une station d'épuration. Et donc ce que vous voyez affiché ici, c'est un comparatif entre la modélisation qu'on a pu réaliser de ce paramètre ammonium et une mesure en ligne de ce paramètre, donc via une sonde de mesure. Donc là, on voit que la modélisation, certes, n'est pas précise à tout moment, mais en fait, elle retraduit très très bien en fait, cette variabilité, cette variation de l'ammonium. Et c'est ce qui nous intéresse le plus à des fins d'optimisation. On ne va pas forcément rechercher la précision ultime dans la modélisation d'un paramètre, mais plutôt son intérêt dans son insertion dans un modèle d'optimisation dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc typiquement, là, ici, les variables de sortie qu'on va utiliser pour créer ce capteur virtuel, ça va être les analyses ponctuelles d'ammonium réalisées par les exploitants, et puis également des échantillons fictifs que l'on recrée par le fait d'identifier des points caractéristiques sur les courbes, notamment d'oxygène dissous et de redox, mesurées en ligne dans les bassins d'aération. Et donc la dernière étape, c'est d'utiliser l'ensemble de ces modèles de caractérisation, l'ensemble de ces modèles dans des modèles de contrôle. Donc c'est là où on va devoir, on va dire, définir les règles et les objectifs que l'on souhaite atteindre. Donc typiquement, respecter un certain niveau de qualité et diminuer la facture énergétique, l'empreinte carbone du process. Et c'est là que l'algorithme va pouvoir être en capacité d'identifier ce scénario de fonctionnement optimum et derrière de l'appliquer directement au niveau des automates. Donc là, on est vraiment dans un pilotage qui est multi-objectif. On va pouvoir et respecter le niveau de qualité en sortie et faire en sorte d'avoir une aération qui coûte la moins chère possible ou qui est la moins carbonée possible. Avec un petit bonus en prime, si par exemple vous avez des panneaux solaires sur votre station d'épuration, donc qui vous produisent une énergie qui est gratuite, on va prendre en compte cette production d'énergie solaire sur laquelle on va faire aussi des prévisions. Et très dynamiquement, en fait, le pilotage de l'aération va s'adapter pour prioriser les moments où l'énergie solaire est disponible. Donc là, vous voyez sur le graphique qu'on prend en compte notamment les deux facteurs, le coût de l'énergie, le coût de l'électricité du réseau, avec les heures pleines, les heures creuses. C'est la petite courbe en escalier. La nuit, l'énergie est moins chère que la journée. Et donc vous voyez que hier, l'algorithme a laissé gentiment monter le NH4, qui même a dépassé un petit peu la contrainte de qualité, mais c'est pas grave parce qu'on lui a donné un objectif de respect sur une moyenne 24 heures. Donc il s'autorise à dépasser ponctuellement cet objectif.
voilà, pour décaler au maximum l'aération, donc qui est représentée par les plages grisées, au moment où l'énergie est moins chère. Et il applique cette même logique en journée, où il va attendre, entre guillemets, que les panneaux photovoltaïques produisent suffisamment d'énergie pour décaler au maximum l'aération pendant ces périodes-là. Donc on intervient vraiment via 2 leviers d'optimisation. Le premier, c'est d'ajuster au plus juste l'aération au plus juste des besoins, ne pas faire de surqualité et pas faire de sous-qualité. C'est vraiment amener l'air qu'il faut et pas plus, pas moins. Et puis décaler cette aération pour profiter notamment d'une énergie qui soit la moins chère possible ou la moins carbonée. Et donc voilà un petit peu un petit retour concret sur les résultats de ce type de régulation avec en moyenne sur maintenant la centaine de stations d'épuration sur lesquelles on a ce type de technologie qui est appliquée depuis au moins plus de 6 mois. On est en moyenne sur 15% de réduction de la facture d'électricité par jour liée à l'aération. Encore davantage sur les émissions enfin, sur l'empreinte carbone du process, liée notamment à l'empreinte carbone de l'électricité. Donc ça, c'est les graphiques de gauche, avec, vous voyez les différences de couleurs. En bleu clair, c'est le pilotage par IA, et puis bleu foncé, c'est le pilotage via une régulation, on va dire, classique. Et puis sur la droite, vous avez les différences de taux d'autoconsommation, notamment d'énergie solaire produite sur site, entre une régulation, on va dire, classique, qui ne prend pas du tout en compte ce paramètre-là, donc en bleu, et puis une régulation optimisée par IA en orange, qui prend en compte le paramètre de production des panneaux solaires. Et on voit que là, on gagne 17 points d'autoconsommation. Et je vais repasser la main à Gilles. Donc juste pour conclure là-dessus, donc vous voyez que c'est une technologie qui fonctionne, sur laquelle on commence à avoir beaucoup maintenant de retours d'expérience avec des résultats qui sont robustes sur ce cas d'usage, mais il y en a évidemment plein d'autres. Mais tout n'est pas rose, et Gilles va vous expliquer aussi voilà, ce qu'il en est sur les risques et les limites, notamment de l'utilisation de ce type de technologie. Oui, en effet, donc il y a quelques points d'attention par rapport à l'utilisation de l'IA dans ce domaine-là en particulier, mais dans tous les domaines. Donc je vais faire l'oiseau de mauvais augure. En tout cas, je vais essayer de les lister, même si les réponses rassurantes vont suivre. Donc premier risque peut-être de l'IA, c'est souvent dans l'épaisseur du trait par rapport aux émissions carbone de l'ensemble d'un système industriel, mais ça commence à devenir de plus en plus préoccupant. C'est l'impact lié au déploiement, à l'entraînement des modèles, au déploiement des modèles et à tout ce qui est environnant. Et si on regarde le graphe en haut à droite, c'est des chercheurs récemment, des chercheuses qui ont comparé les différents coûts d'inférence pour des méthodes de machine learning de la plus simple, qui est classifier un texte dans une différentes catégories de textes, jusqu'à produire une image par de l'IA générative. Donc les belles images qu'a montré Loïc qui vont parsemer cette présentation ont été développées par de l'IA générative, et chaque production d'une telle image, c'est à peu près le chargement de votre téléphone portable. Donc bon, ça c'est vrai pour une image. Si vous commencez à générer des vidéos, ça devient beaucoup plus gourmand, encore des ordres de grandeur en plus, l'échelle Y est en logarithme. Donc l'impact énergétique des méthodes d'IA et dans l'épaisseur du trait encore, mais de plus en plus, il faut y prêter attention. Et surtout, il faut prêter attention au fait que la solution de machine learning en général est très endettée par rapport à tout l'environnement industriel de l'algorithme. Développer un algorithme qui marche sur une preuve de concept, c'est bien. Maintenant, le mettre en production avec le stockage, l'interface homme-machine, le monitoring des capteurs, etc., etc. Donc, ça génère peut-être là aussi un ordre de grandeur en plus sur le coût et l'impact d'une solution à base d'IA. Donc, il faut faire un petit peu attention à ça et le prendre en compte dans vos évaluations des retours sur investissement. Ça, c'est pour le premier point. Le deuxième point, il est plutôt une limite ou un risque lié à la législation. Si tu peux passer au slide suivant, Loïc, s'il te plaît. Donc là, on est vraiment dans l'actualité, puisque le Parlement européen a voté hier le AI Act, qui vient réguler l'utilisation de l'intelligence artificielle dans
dans l'activité économique et sociale de toute l'Europe. Donc, dans cette classification, enfin, l'Union européenne a distingué des domaines d'application de l'IA par niveau de risque croissant. Depuis une IA qui va optimiser votre satisfaction dans un jeu vidéo, donc il n'y a pas tellement d'incidence sur l'humanité, sur votre santé, sur l'environnement, jusqu'à des IA qui sont inacceptables parce qu'on ferait du scoring social, on ferait de la discrimination à l'embauche, etc. Et entre ces niveaux 1 et 4, il y a des niveaux 2 et 3. Le niveau 2, c'est un niveau de système où l'IA est considérée comme l'utilisation de l'IA est à risque. C'est des systèmes qui sont risqués et dans lesquels rentrent les installations de production d'eau potable et de distribution d'eau potable notamment. Euh, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme ces sujets-là sont susceptibles d'avoir un fort impact sur la santé et à grande échelle de la population, l'utilisation de l'IA est restreinte. Elle est restreinte par des critères qui sont essentiellement des critères d'auditabilité. C'est-à-dire on doit pouvoir ouvrir le capot et savoir pourquoi, si quelqu'un vient vous demander pourquoi l'algorithme a décidé d'injecter plus ou moins de chlore à ce moment-là. L'algorithme doit être robuste, il doit être, voilà, résister à des attaques de cybersécurité, il doit être robuste à des changements prévisibles de météo, d'environnement, des coupures de courant. Enfin bref, on doit être vraiment en mesure de contrôler un peu toutes sortes de risques. Et notamment, donc, ce qu'on peut contrôler en tant que data scientist, si on est dans ce domaine-là, c'est notamment les questions d'interprétabilité, d'explicabilité de l'algorithme. Et là, ça, enfin, on sort obligatoirement de notre panoplie des algorithmes qui sont les plus gourmands, les plus paramétrisés, c'est-à-dire qui sont les plus complexes. Aujourd'hui, un réseau de neurones type ChatGPT, c'est 1 milliard de paramètres. Bon, on ne va pas utiliser ça en station d'épuration, mais un gros réseau de neurones, c'est souvent des millions et des millions de paramètres. Donc, pour expliquer pourquoi il a proposé une recommandation plutôt qu'une autre, c'est pas toujours facile. Il y a des méthodes, hein, de plus en plus, mais c'est moins simple qu'avec un modèle linéaire, évidemment. Donc, cette AI qui s'applique sur tout le territoire européen, qu'on utilise d'ailleurs des produits d'IA maison ou achetés aux États-Unis ou en Chine, cette AI va être vraiment prépondérante dans les choix qu'on fait, dans les algos qu'on déploie. Ensuite, d'autres limites, elles sont plutôt d'ordre des conditions de réussite de l'application de l'IA. Donc déjà, il faut des données. Bon, ça, j'enfonce une porte ouverte. Mais peut-être la porte est entrouverte quand on dit qu'on a la métrologie. Donc il faut des données, il faut installer la métrologie. OK, il faut acquérir la donnée. Ensuite, il faut s'assurer de la disponibilité et de la qualité de cette donnée. Et ça, c'est pas que des capteurs qui marchent ou qui sont bien entretenus, c'est aussi avoir des personnes qui sont acculturées à cette importance-là, qui vont vérifier régulièrement que tout se passe bien, que ces données remontent, qu'il n'y a pas de problème informatique. Et donc, il y a vraiment une notion d'accompagnement et de culture du changement qui doit être menée que ce soit dans les petites usines ou dans les grands groupes, mais quelque chose autour de la gouvernance de la donnée et des algorithmes qui est importante à faire passer. C'est-à-dire, on ne peut pas imposer au forceps un algorithme d'IA et un réseau de neurones très très complexe qui fait pas maman à des gens qui ne savent pas du tout comment ça marche et pourquoi ça marche. Et enfin, le dernier frein à l'adoption, c'est le manque d'expressivité justement de ces algos. J'ai déjà dit que plus on allait vers les algos modernes, complexes, du deep learning, plus on avait de paramètres. Et finalement, peut-être qu'ils marchent mieux, mais ils sont moins interprétables. Donc c'est un petit peu embêtant. Comme ça, il faut trouver le bon arbitrage entre la performance et l'acceptabilité. Voilà pour cette limite. Et enfin la dernière, j'ai trouvé en faisant le survey de pas mal de papiers que on avait énormément de groupes de chercheurs qui avaient travaillé sur plein de procédés. Beaucoup de résultats étaient donnés, partagés. Mais enfin, il y avait il y avait beaucoup de propriété intellectuelle ou de protection qui fait que c'était difficile de comparer les méthodes entre elles. Donc, si vous arrivez ex nihilo sur un sujet et que vous voulez savoir qu'est-ce qu'il faut prendre, vous avez plusieurs méthodes qui peuvent prétendre être plus ou moins bonnes les unes par rapport aux autres, mais elles ne se comparent pas facilement entre elles parce que vous n'avez pas accès aux données brutes, vous ne pouvez pas faire rejouer les algos, et donc il y a besoin, je pense, d'un peu plus de transparence et de partage de données, autant que faire se peut dans ces domaines-là pour être plus serein par rapport à l'évaluation comparative des méthodes et pouvoir choisir la meilleure et avoir confiance qu'on a choisi la meilleure.
faire de l'A/B testing, par exemple, aussi, quand on est j'étais dans cette situation chez Suez, on veut tester un nouveau procédé. On n'a pas confiance dans le fait que ce qui a été entraîné dans l'usine A va marcher dans l'usine B. Donc, ce qu'on aimerait idéalement, c'est pouvoir dire on a un bassin de décantation et derrière, on a 2 lignes en parallèle. L'une sur laquelle on va mettre le nouveau procédé, l'autre sur laquelle on va laisser les choses business as usual. Et là, on fait vraiment de l'A/B testing parce qu'on contrôle, toutes choses égales par ailleurs, on contrôle ce qui rentre dans les 2 lignes. Et on peut comparer l'impact positif ou négatif de l'approche d'IA ou n'importe quelle autre approche. Enfin, on peut comparer 2 méthodes comme ça de façon très, très claire. Ce n'est pas toujours faisable. Donc, si on ne peut pas le faire comme ça nécessite des plans d'expérience et des approches un peu plus élaborées. Voilà. Et enfin, un gros problème, c'est donc, du coup, j'ai un peu lâché le mot du transfer learning, mais c'est aussi quand on est dans des phénomènes qui varient avec le temps, donc les conditions environnementales varient, les saisons, bien sûr, passent et repassent, et la qualité de l'eau change. Tout ça rend les choses assez peu transposables, en fait, entre une station à l'autre. Et on n'est pas dans un domaine où, comme par exemple pour les grands succès du machine learning en images ou en traitement du langage, on a des corpus de données énormes qui fait qu'en fait on balaye presque tout l'univers de la connaissance. Là, en fait, on a quelques stations sur lesquelles on peut s'entraîner et pour être sûr qu'on va bien se transposer dans une nouvelle, en fait, on ne l'est pas. On n'est pas tout à fait sûr. Donc, il faut souvent réétalonner, réentraîner et des fois attendre 1-2 saisons qui passent pour être sûr que l'algorithme c'est bien adapté à la particularité locale. Donc voilà pour des limites, mais il y a de l'espoir, Loïc. Merci Gilles. Ouais, effectivement, donc, comment on peut prendre en compte ces différentes limites dans des projets opérationnels. Donc ça, c'est une stratégie d'approche que je vais vous présenter, il y en a évidemment d'autres. Mais pour reprendre un peu les différentes limites qu'a évoqué Gilles, et la première, notamment sur l'impact environnemental de l'IA, qui, vous l'avez vu, est loin d'être neutre. C'est effectivement quelque chose à prendre en compte. Alors ça peut passer déjà par 2 choses assez simples. La première est beaucoup plus simple déjà, c'est déjà mesurer la consommation électrique liée aux serveurs, et notamment les serveurs de calcul, donc d'hébergement de données, mais aussi de serveurs de calcul. Donc c'est ce que nous, on fait aussi chez Pure Control, pour s'assurer que le bilan global il est positif. L'énergie qu'on économise sur les stations d'épuration, elle soit bien supérieure à l'énergie qui soit utilisée pour faire tourner les algorithmes qui permettent cette optimisation. Et je vous rassure, c'est effectivement l'épaisseur du trait aujourd'hui. Pour avoir fait les calculs, on est à 0,8% de l'énergie économisée qui est utilisée pour faire tourner les serveurs de calcul. Donc on est quand même sur quelque chose qui est viable. Alors ça fonctionne également que si vous avez pu centraliser ces différents calculs sur du matériel commun. Parce que si vous voulez aller déployer ce type de technologie dans chacune des stations d'épuration, mais que vous voulez cloisonner les stations d'épuration entre elles, vous allez devoir déployer du matériel, donc des serveurs de calcul, qui sont des matériels déjà coûteux, mais aussi coûteux environnementalement, parce que c'est pas neutre d'aller produire des cartes graphiques et autres, en termes de consommation d'eau, en termes d'empreinte carbone de manière plus globale. Et c'est là que l'approche cloud est aussi intéressante. Ça permet vraiment de mutualiser tous ces coûts et ces empreintes carbone pour avoir quelque chose le plus viable possible. Deuxième risque, Gilles l'a évoqué, c'est effectivement s'assurer que les systèmes soient robustes, soient fiables, qu'ils ne soient pas attaquables. Puis voilà, on est quand même sur des procédés qui sont à risque, que ce soit le traitement de l'eau potable ou le traitement des eaux usées. Donc voilà, il y a aussi différentes stratégies qui existent, notamment de cybersécurité, où on va déjà s'atteler à sécuriser l'accès aux données. Donc on ne va pas faire héberger ces données n'importe où, ni par n'importe qui. Donc il y a un choix sur l'hébergement de données qui est important. Ensuite, deuxième étape, ça va être également de filtrer les différents flux de données, à la fois les données qui remontent des stations d'épuration vers le serveur distant, mais aussi donc les consignes de pilotage qui descendent du serveur distant vers les stations d'épuration, pour qu'on puisse, que l'algorithme puisse piloter qu'une partie de la station d'épuration. Si on a choisi de n'optimiser que l'aération, il n'y a pas de raison que l'algorithme puisse aller piloter la pompe du poste de relevage de tête de la station ou la pompe doseuse de chloroférique.
Donc, il y a vraiment une filtration des flux de données qui se fait aussi à ce niveau-là. Et ça va même jusqu'au droit sur une certaine variable. Sur certaines variables, on a des droits en lecture seulement et d'autres lecture et écriture quand il s'agit de faire du contrôle commande. Et puis troisième barrière, on va dire, c'est une barrière qui est une barrière pour le coup locale et qui va être mise en place pour se prémunir de problèmes sur les 2 barrières précédentes que je viens d'évoquer. Si le système est compromis, si l'algorithme devient fou et envoie des consignes de pilotage complètement délirantes, il faut qu'en local, il y ait des barrières qui puissent empêcher l'application de ces consignes. Donc c'est ce qu'on met maintenant systématiquement dans les automates en dur. On va borner en fait les valeurs de consignes issues de l'algorithme, qui fait que même si l'algorithme envoie des consignes délirantes, si elles dépassent des plages admissibles, paramétrées au niveau de l'automate, et ben, elles ne vont pas être appliquées par l'automate. Donc ces consignes seront bloquées. Même plus que ça, on va venir déconnecter le système d'optimisation et repasser automatiquement sur un système de régulation, on va dire plus classique. Non optimisé, mais plus classique. Et ensuite, troisième et dernier risque, et non des moindres, clairement, et je le dis par expérience, tous ces projets de déploiement de régulation basés sur l'intelligence artificielle, il y a très peu d'enjeux techniques. L'enjeu, il est avant tout humain, sur l'embarquement des équipes, sur la culturation des équipes à ce type de technologie, sur l'acceptation des équipes à l'utilisation de ce type de technologie. Donc il y a aussi une manière d'amener les projets et de les présenter qui est vitale si on veut que les projets fonctionnent. Et une analogie qu'on a maintenant l'habitude de prendre, c'est le pilote automatique dans un avion. C'est pas parce que vous avez un pilote automatique que vous n'avez plus de pilote. Donc, le pilote, il reste là, il reste présent, et il a encore son utilité, fort heureusement. Et l'intelligence artificielle, la technologie, elle est là pour l'aider dans son quotidien à faire mieux, à faire des choses qui n'étaient pas faisables humainement parlant auparavant. Mais ce n'est qu'un outil parmi d'autres dans la boîte à outils de l'opérateur de la station. Et pour justement le garder intéressé, le garder expert de son process, qui est un enjeu vital, on met à disposition tout un tas de stratégies, notamment une stratégie de partage de la donnée. C'est le graphique que vous voyez à droite, c'est le même graphique que je vous ai présenté tout à l'heure, mais où l'opérateur peut venir se connecter donc via une plateforme et voir les différents paramètres de fonctionnement de la station et comprendre en fait pourquoi l'algorithme a fait le choix d'aérer à tel moment ou d'arrêter l'aération à tel moment. Voilà, il voit qu'il y avait de la production solaire à ce moment-là, donc il voit que l'algorithme a concentré l'aération à ce moment-là. Là, il comprend que il a laissé monter gentiment le NH4 juste avant de passer en tarification de nuit pour pouvoir décaler l'aération de la nuit. Donc là, il peut expliquer pourquoi l'algorithme a fait tel ou tel choix. Et deuxième chose, c'est aussi une notion de visibilité. On lui donne accès à ce que l'algorithme a prévu de faire en termes de pilotage de l'aération. Donc il sait que l'aération va démarrer à telle heure pour s'arrêter à telle heure. Et ça permet de donner aussi confiance dans le système et de s'approprier complètement le système. Donc en conclusion, pour résumer un peu tout ce qu'on s'est dit, et notamment ce qu'a dit Gilles, il y a énormément de facteurs aujourd'hui qui tendent à démocratiser l'usage de l'intelligence artificielle, alors pour les particuliers comme pour les professionnels. Donc ça, c'est lié au fait que il y a de plus en plus de données qui soient disponibles et facilement disponibles. Les matériels, notamment les serveurs de calcul, deviennent aussi des choses complètement accessibles pour tout le monde. On a aussi une amélioration, vous l'avez vu avec les chats GPT et autres IA grand public qui montrent qu'on a vraiment passé un cap sur les performances de l'IA. Et puis il y a aussi une contrainte, c'est les différentes crises qu'on traverse qui nous obligent à faire mieux avec moins, et il se trouve que l'IA est un outil qui peut s'avérer intéressant pour remplir cet objectif. Mais on l'a vu, c'est pas à n'importe quel prix, et il y a aussi des précautions à prendre pour que cette utilisation reste viable dans le temps. La première, je viens d'en parler, c'est ne pas placer l'IA à sa place, c'est-à-dire un simple outil, et non pas comme quelque chose qui va venir remplacer l'humain. Il doit venir compléter l'humain. On parle maintenant plus d'intelligence augmentée que d'intelligence artificielle.
Et puis aussi sur les usages, c'est un usage qui doit se justifier, économiquement parlant, environnementalement parlant. Voilà, si on a une IA qui consomme 3 fois l'énergie pour les calculs, pour aller optimiser 2 fois moins, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc il faut vraiment que l'usage soit justifié. Et puis tout un tas d'enjeux de sécurisation, on l'a vu, pour s'assurer d'une viabilité, d'une fiabilité des modèles et éviter des compromissions par des tiers, c'est d'actualité. Et voilà, on l'a vu tout à l'heure, un gros enjeu d'adoption par les utilisateurs pour que les projets fonctionnent. Voilà, on en a terminé. Et maintenant, place aux questions. Ok, merci Gilles et Loïc pour cette présentation à 2 voix, donc avec à la fois un volet application de l'IA dans le domaine et une présentation aussi des questionnements, limites et risques associés à l'IA. Donc pour rappel, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions et réponses là que vous avez en bas du Zoom. Donc il y a quelques questions qui ont commencé à arriver. Je vais commencer par la première. Alors je pense que c'est sur le cas d'usage que tu as présenté, Loïc. Sur l'aération, où il y a une question de savoir si l'empreinte carbone prend en compte ou non les émissions de gaz à effet de serre. Oui. Donc, c'est peut-être la Ouais, première. En fait, il y a deux paramètres principaux qui sont utilisés pour calculer l'empreinte carbone du process. La première, c'est l'intensité carbone de l'électricité consommée. Donc l'électricité du réseau ou l'électricité qui vient des panneaux photovoltaïques, donc, qui est très variable en fonction des moyens de production d'électricité française qui sont mis à contribution, donc variable en fonction de la météo, des saisons. Et le deuxième, c'est les émissions de protoxyde d'azote, donc liées au procédé de traitement des eaux. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers, hein, le protoxyde d'azote, c'est un puissant gaz à effet de serre qui a un pouvoir réchauffant qui est 265 fois supérieur à celui du CO2. Et qui est émis dans certaines conditions par les procédés de traitement des eaux. Et donc ça, c'est des choses qu'on commence également à prendre en compte comme un paramètre supplémentaire, comme un objectif supplémentaire dans la régulation de l'optimisation, de la régulation de l'aération. Ok. Il y a une deuxième question, mais qui était posée en même temps. C'était sur la taille des installations qui étaient équipées donc, de la solution que vous proposez. Donc, tu as mis le chiffre de 100 et c'était avoir un petit peu une idée donc, des tailles des installations. Et je pense que derrière, il y a l'idée de savoir la transposition à d'autres stations, finalement, d'algorithmes étant utilisés dans une station donnée. Est-ce que finalement les algorithmes changent beaucoup d'une station à une autre? Voilà, une question Ouais. liée à ça. Alors, il y a deux aspects là-dedans. On parlait de démocratisation de l'usage de l'IA, et c'est vraiment nous ce qu'on constate, et c'est aussi l'esprit dans lequel on a développé nos solutions qui se veulent adresser en fait tout type de taille de station. Donc aujourd'hui, sur les stations équipées, alors équipées, il y en a plus que ça en fait. Le chiffre de 100 qui apparaissait, c'est les stations sur lesquelles on est en pilotage depuis de nombreux mois et sur lesquelles on a des résultats très consolidés. Mais aujourd'hui, on a plus de 350 stations d'épuration sur lesquelles le système a été déployé. Et donc ça va pour la plus petite, c'est 2000 équivalents habitants, et la plus grosse, c'est 1 million d'équivalents habitants. Donc on va dire on ratisse large. Et c'est aussi le but de ce type de technologie, c'est qu'on puisse aussi l'appliquer à des stations d'épuration, même de petite et de taille moyenne, qui jusque-là n'avaient pas, entre guillemets, la taille critique pour accéder à ce type de technologie. Ok. Après, une autre question qui est liée à la qualité, finalement, vous l'avez évoqué, notamment dans la deuxième partie, problème de la qualité des données et de la fréquence des données dans les steps. Voilà, donc, il y a beaucoup de mesures qui sont effectuées de manière quotidienne ou hebdomadaire, donc journalière ou hebdomadaire. Et donc, il y a toute la question liée à la maintenance des capteurs, notamment dans la filière boue qui se pose, où les capteurs résistent mal, sont rapidement abîmés par des problèmes de corrosion et autres. Et où en plus, souvent les réacteurs sont opérés de manière non continue, avec des arrêts, des reprises, etc. Et donc dans cette filière-là, est-ce que finalement des outils d'IA peuvent être utilisés ou non?
Ouais, tout à fait. Alors pour répondre à la première question sur la disponibilité des données et puis même la qualité des données. En fait, il se trouve que sur la quasi-totalité des stations d'épuration, il y a déjà on va dire le nombre minimal de capteurs suffisant pour commencer à faire des choses intéressantes. On n'est pas forcé d'aller installer un capteur en ligne d'ammonium ou un capteur en ligne de phosphore pour optimiser les choses. Puisque à travers la stratégie donc, de capteurs virtuels qu'on a pu développer, on est en capacité d'aller modéliser ces paramètres-là via d'autres paramètres qui, eux, sont déjà mesurés en ligne via des capteurs simples. Et bien souvent, c'est la sonde de redox, mesure du potentiel redox, ou d'oxygène dissous dans les bassins. Et à partir du moment où on a une de ces deux sondes, comme je l'ai expliqué rapidement tout à l'heure, on est en capacité d'aller interpréter en fait l'évolution de ces deux paramètres pour en déduire en fait à l'aide des autres facteurs l'évolution du paramètre ammonium par exemple. Donc cette notion de capteur virtuel est intéressante parce qu'elle permet justement de ne pas avoir à remettre de la métrologie, euh, notamment sur des petites stations où ça n'aurait pas d'intérêt. Et la maintenance des capteurs, évidemment, évidemment. Et ça, c'est, on va dire, ça remet aussi en lumière un petit peu les bases du métier d'opérateur, hein, c'est d'avoir des capteurs qui fonctionnent et qui fonctionnent bien. Donc ça, c'est évidemment un prérequis. Et ça permet vraiment, sur la plupart des stations sur lesquelles on a déployé la technologie, voilà, de remettre en lumière ce sujet. Et l'opérateur aussi reprend un peu conscience de l'importance de bien maintenir ses capteurs. Et pour finir sur l'exemple de la filière boue, oui, alors on n'a pas de retour d'expérience parce qu'on n'a pas encore déployé la solution sur la filière boue, mais on a des projets dans les cartons. Mais effectivement, on aura sûrement des enjeux liés à cette partie-là d'encrassement des capteurs qui va nécessiter peut-être un suivi plus régulier. Ok, merci. Là, c'est plus une question pour Gilles. Savoir un petit peu où en est l'enseignement justement de l'IA dans les différentes formations. Et donc, est-ce que vous pensez aussi du coup que l'enseignement de l'IA serait indispensable pour des ingénieurs en procédé? Alors, l'enseignement de l'IA, je pense, se généralise et se massifie déjà beaucoup. Il était un peu la chasse gardée des étudiants ou des ingénieurs ou des étudiants, élèves ingénieurs ou étudiants en mathématiques, informatique. Aujourd'hui, on a des initiations à l'intelligence artificielle dès la première année de toute école d'ingénieur. Je pense qu'à l'ENSET à Toulouse, les futurs hydrologues ou spécialistes de procédés font aussi du machine learning dès leurs études. Donc, je pense que l'IA rentre vraiment maintenant dans le savoir général de tout ingénieur. Bien sûr, avec des niveaux d'attente différents, suivant quelqu'un qui doit comprendre, intégrer et prendre sur l'étagère des choses existantes et avoir un regard critique sur ce que renvoie un algorithme. Et puis, d'autres ingénieurs qui vont développer eux-mêmes les évolutions d'un algorithme existant pour l'adapter à une situation, voire inventer un nouvel algo. Ça, là, c'est plus les matheux et les informaticiens qui sont à la manœuvre. Mais oui, donc l'IA s'enseigne beaucoup. On parle de massification sur le plateau de Saclay, comme dans tous les clusters universitaires français, d'amener de plus en plus d'étudiants vers ces sujets-là parce que ça pénètre tous les domaines d'activité. Ensuite, je pense qu'il y a aussi des gens qui sont, on parle plutôt de formation continue là, je parlerai d'accompagnement des gens déjà en place, qui n'ont pas eu peut-être la chance d'être formés dans leur formation initiale sur ces sujets, et qu'il faut aussi accompagner à la prise en main des outils. Et ça relève des ressources humaines dans les entreprises pour accompagner la montée en compétences des opérationnels sur ce qu'ils doivent savoir sur les sujets d'IA. Ok. Et derrière cette question, il y a aussi du coup, à l'avenir, est-ce que, voilà, vous aviez un peu répondu dans la présentation, mais est-ce qu'à l'avenir, il n'y a pas un risque de ne plus avoir besoin d'ingénieurs en génie des procédés si l'IA prend le dessus et si finalement le rôle que jouent les ingénieurs à l'heure actuelle est remplacé par des automates, hein, finalement. Moi, je pense pas, enfin, Loïc, je te laisserai donner ton avis, mais à mon avis, l'IA devient une nouvelle corde à l'arc des ingénieurs.
de procédés qu'ils doivent maîtriser aussi comme un outil comme un autre. Mais quelqu'un posait la question dans le chat sur Mm. l'utilisation de modèles hybrides. Ouais, Je je l'ai suis posé. assez convaincu que voilà, on est peut-être parce que les gens partagent pas assez leurs données, hein, mais en tout cas, on n'est pas au point d'avoir quelque chose qui comprenne une usine sans en avoir le schéma directeur, qui s'adapte à toutes les fluctuations sans avoir beaucoup de données ingurgitées sur le passé, beaucoup d'historique. Voilà, donc on n'en est pas là, donc il faut cette expérience métier aujourd'hui encore et beaucoup de savoir-faire, beaucoup de connaissances en chimie, en biologie, sur les process et aussi pouvoir faire appel à l'IA quand elle vient en fait compléter le trou dans la raquette, la chose bizarre qu'on n'arrive pas à modéliser, l'équation qui nous manque. Voilà. Et c'est un plus à mon Ok. sens. Et justement, là, tu parlais donc de modèles hybrides, du coup. À l'avenir, il va falloir développer donc des modèles, même si ça commence à être déjà le cas, multi-objectifs. Donc, il va analyser l'ensemble d'une station d'épuration en prenant en compte les différentes opérations Mhm. unitaires, avec des critères divers et variés, comme vous l'avez dit, hein, gaz à effet de serre, aspect énergie, peut-être à terme des aspects valorisation du carbone, azote, Mhm. phosphore. Et donc justement, ces modèles hybrides qui combinent des approches basées sur la connaissance et des approches basées sur des schémas de données, est-ce que ça vous paraît être une perspective d'avenir intéressante? Et est-ce que vous avez, voilà, vous commencez à vous poser des questions sur ces sujets-là ou c'est déjà assez mature hein, dans le domaine de l'eau? Je ne sais pas si vous voulez répondre, Gilles. Non, moi, je suis pas trop je me Ouais, pose pas trop de questions dans ce domaine, complètement, mais je pour moi, pense que ça a de l'avenir. Vas-y, ouais, Loïc. c'est clairement ça de l'avenir. Ça va dépendre évidemment des cas d'usage. Il y a des cas d'usage où des modèles hybrides sont plutôt adaptés, et puis d'autres plus full data, et puis d'autres full mécanistique, parce que voilà, il y a pas de dogme sur le sujet. D'où, en fonction des cas d'usage, on va adopter une stratégie plutôt qu'une autre. Donc on s'adapte vraiment, on prend vraiment l'outil qui nous paraît le plus adapté pour résoudre la problématique. Ok. Il y a des questions du coup. Est-ce que vous créez vous-même votre IA, vos IA? Je pense que la question s'adressait à Pure Control. Alors, oui, non, alors derrière le terme IA, on peut y mettre un peu ce qu'on veut. Mais en fait, ouais, il y a une combinaison d'algorithmes open source, et puis effectivement de tuning fait par nos mathématiciens. Donc ouais, c'est de l'IA créée maison à partir d'éléments open source. Ok. Et après, une question un petit peu, les réticences que vous voyez ou les résistances chez les différents acteurs intervenant dans le domaine du traitement et de la valorisation des eaux, notamment liées à la notion d'explicabilité du modèle dont vous avez parlé un petit peu tout à l'heure. Et comment on situe justement la France par rapport à d'autres pays? Ouais, les freins principaux qu'on rencontre, on les a un peu évoqués Hmm. comme des limites, hein, aussi au déploiement de ce type d'approche, hein. C'est l'acceptabilité de ces technologies par les opérateurs. Mais cette acceptabilité, elle passe nécessairement par la compréhension. Donc il faut faire preuve de pédagogie et expliquer ce que ça fait, ce que ça ne fait pas. Aussi remettre en perspective le positionnement de l'IA comme un outil dans les mains de l'opérateur, et non pas l'inverse. Voilà, donc on s'y attelle, mais aujourd'hui, c'est quand même un des freins principaux. Deuxième, c'est l'aspect cybersécurité, voilà, avec tous les cyberattaques que l'on voit dans la presse ces temps-ci, c'est légitime. Donc voilà, pareil, il faut, je pense, pas faire preuve de dogme sur le sujet. Il y a des stratégies de réduction des risques et de limitation drastique des risques qui existent. Donc voilà. Mais c'est aujourd'hui les deux principaux freins. Ok. N'hésitez pas à poser les Est-ce questions. que je peux Vas-y, Gilles. rebondir Oui, sur, bien non, sûr, vas-y. sur une question qui est passée, mais sur l'importance de former les opérateurs à l'IA, à quel point ça doit devenir quelque chose de maîtrisé un peu par tout le monde, et la partie IA hybride, IA pure, etc. En fait, on n'a pas vraiment défini le terme d'IA, et bien malin celui qui peut le faire. Et j'ai pas eu le temps de lire en toutes lettres un slide sur les risques.
identifiés par l'Union européenne. Mais en fait, quand on regarde l'IA Act, la définition de l'IA, c'est vraiment très très large, hein. Donc, est-ce qu'on doit maîtriser l'IA aujourd'hui? Oui, dans le sens où à partir du moment où on a un système automatisé qui, à partir de données mesurées, prend des décisions qui ont un impact sur l'environnement au sens large, c'est un système d'IA. Voilà. Donc, je pense que ce qu'il faut inculquer, ce qui est absolument nécessaire dans le bagage de tout responsable en génie des procédés, opérateur, chercheur, quoi que ce soit, c'est la culture de la donnée. Enfin, c'est vraiment la culture de la donnée, à partir depuis la capacité à faire de l'exploration de données un peu basique jusqu'au déploiement de modèles les plus avancés. Mais c'est comprendre l'importance de la donnée et de comparer ces données mesurées avec les modèles et la connaissance qu'on a théorique des modèles. Et je pense que ça commence vraiment même sur des choses très simples, mais c'est important de comprendre que quand on parle d'IA aujourd'hui, voilà, ça englobe, ça ratisse très 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 large. Donc, comme ça ratisse très large, oui, ça touche vraiment tout le monde. On a vu la définition qu'on a fait, Gilles, un programme d'un automate industriel tel qu'on retrouve sur les stations d'épuration aujourd'hui, ça peut être considéré comme une IA. Ok. Et, j'ai une question aussi sur le risque de surapprentissage finalement des modèles, par exemple, neuronaux. Si ça s'ajuste trop précisément aux données d'apprentissage, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'ils apprennent, comment dire, pour un étudiant par cœur et qu'ils perdent finalement leur capacité de généralisation à différents contextes? Là-dessus, comment c'est géré ça par les opérateurs finalement? Ouais, Bah, je sais pas avant si... les opérateurs, c'est les responsables Ouais, du je veux dire, déploiement de oui, l'algorithme ce que je voulais dire, qui par les doivent gens. prendre les précautions de l'homme de l'art sur le fait qu'on n'a pas surappris, donc des méthodes de validation croisées robustes qui vont assurer qu'on est capable de généraliser dans des contextes différents, quoi. Et donc bien séparer l'ensemble d'apprentissage de l'ensemble de tests. Donc on peut se prémunir de pas mal de surapprentissage en faisant les choses proprement. Et Ok. juste pour compléter ce que tu dis, Gilles, c'est en tout cas, chez Peu-Control, on a aussi une approche d'utilisation de cette technologie pour faire de l'optimisation. Et qui dit optimisation dit qu'en période de turbulence, et je reprends l'analogie avec le pilote automatique, c'est pas forcément les technologies qui vont être appropriées. Donc, en période de turbulence, on va plutôt redonner le manche à l'opérateur. Il sera beaucoup plus à même de gérer ça, alors de manière non optimisée, mais au moins ça fera le job et on remplira l'objectif principal. Mais on a tendance à dire qu'on est plutôt la cerise sur le gâteau. Voilà, quand on est à un rythme de croisière, ben, on va prendre la meilleure trajectoire qui soit. Mais en période de turbulence, on redonne le manche. Ok. Écoutez, je ne vois pas d'autres questions sur le chat particulier. Ok, et il est 14 heures, donc je ne sais pas, Étienne Merci pour toutes ces questions. ou Nicolas, ça va être Oui, l'heure de non, mais conclure. Oui, merci à tous tout à pour toutes fait. ces questions. Donc, vas-y, tu peux conclure, Johan. Merci à tous pour les Remercie à tout le questions et la monde. discussion. Merci beaucoup à tous. C'était hyper intéressant et je pense qu'on rediscutera rapidement avec vous de tous ces sujets parce que ça va beaucoup plus loin jusque le traitement de l'eau et de l'air et ça touche vraiment toutes les questions liées au génie des procédés et au développement de l'industrie. Donc, je pense qu'on se reverra très vite. Et en tout cas, merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au Bonne revoir. journée, au revoir.